Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien et on a vraiment un changement de tonalité depuis quelques jours au niveau de la crypto-monnaie et Bitcoin. C'est quand même très fort. Est-ce que ça veut dire qu'on va rentrer en bull run tout de suite? Je ne pense pas forcément. En tout cas, on a des bons signes, des très très bons signes et je vais vous montrer pourquoi c'est important. Je vais aussi vous expliquer pourquoi actuellement c'est BTC, Bitcoin qui pousse quasiment tout seul et derrière on a assez peu de choses qui poussent à part peut-être Dogecoin, Bonk, Mog, globalement un petit peu des mêmes coins, alors que normalement on est censé avoir un cycle de liquidité classique. On va revenir sur ça et vous allez comprendre que, en effet, à travers ça, on peut s'attendre à avoir des accélérations par la suite. Il faut juste comprendre la cyclicité et ce qui nous attend dans les jours qui arrivent. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer par les nouvelles. Oui et non, on va surtout se concentrer sur quelque chose qui est très important pour moi, qui est le rapport du VC A16Z. Alors c'est très important, VC c'est Venture Capitals, et A16Z c'est un des gros acteurs qui finance beaucoup de sociétés de la crypto-monnaie, et tous les ans ils font un super rapport, et c'est en effet passionnant, un rapport qui est sur la blockchain et qui vous permet d'avoir une très bonne visibilité. On va prendre 5 minutes, 5, 6, 7 peut-être minutes, pour revenir un petit peu sur les points les plus importants. Le premier, c'est qu'on est toujours dans une courbe d'adhésion qui est très importante, dans laquelle on a dépassé la courbe verte qui est la représentation des utilisateurs Internet. Et on voit qu'on redépasse dessus, donc on continue à avoir cette courbe très forte d'utilisateurs d'Internet au niveau de la blockchain, donc on est toujours dans cette courbe-là, ce qui est plutôt positive. In fine, l'autre chose qui est important à noter, et vraiment très important, c'est que nous avons deux grands gagnants au niveau des adresses actives. Ça va être Base et Solana. Solana, 100 millions. Et à côté, on va avoir Base 22, NIR 31. Retenez bien ces chiffres-là, je pense que ça pourrait être intéressant justement pour la suite, et c'est les éléments qui sont aussi très importants. Autre point qui va être intéressant, ça va être la représentation des acteurs actifs, donc des crypto-users actifs au niveau des cryptos, et c'est seulement 5 à 10% de ceux qui possèdent la crypto. Très important, ça veut dire qu'on a 90 à 95% des détenteurs de crypto qui ne les utilisent pas, ou très peu, donc globalement, soit ils font de l'investissement, soit ils sont dans une notion de détention de valeur, soit ils sont positionnés sur du long terme. C'est très important à retenir, ça veut dire qu'on a beaucoup de marge de progression au niveau de l'utilisation et des use cases purs et durs au niveau de la crypto-monnaie. Autre chose qui va être important, ça va être le positionnement de Trump. On va revenir dessus dans quelques instants, mais globalement, pourquoi Trump parle beaucoup de crypto-monnaie? En l'occurrence, ça va être parce que c'est un vecteur qui est très important dans des États très important aussi pour les élections présidentielles qui arrivent, je le rappelle, le 5 novembre, moment très important. Et d'ailleurs, en parlant des élections présidentielles, il faut comprendre que peut-être l'élection de Trump ne sera pas aussi importante que prévu, parce que même dans les démocrates, on commence à avoir des changements structurels sur les positions autour de la crypto-monnaie et de la réglementation, et ça c'est, encore une fois, très positif. Alors ça, il y a deux vecteurs dedans. La première chose, ça va être qu'on a les stablecoins qui sont 100% quasiment sur du dollar, hein, enfin 58%, on va dire ça, mais c'est vraiment très important, on a beaucoup de dollars, voilà, on a 99%, c'est ça, 99% pardon, de dollars, et globalement, quand on regarde, 58% détenus par des exchanges étrangers, et donc ça veut dire aussi que le dollar a une part prépondérante dans la crypto-monnaie, et que c'est une des raisons aussi dans lesquelles on pourrait avoir un intérêt pour les USA d'avoir la crypto-monnaie comme étant un outil de propagation du dollar et qui peut backer le dollar. Parce qu'on rappelle aussi que Tether et Circle, donc qui sont les deux principaux émetteurs de stablecoin, les deux plus gros en tout cas, détiennent énormément de bons au trésor américain, chose qui donne une valeur vraiment forte au niveau des USA sur ces stablecoins, parce que ça veut dire que c'est une pression d'achat qui s'effectue. Est-ce que derrière 81 et 11 milliards c'est suffisant? Non, je rappelle que la dette américaine est juste colossale et que ça c'est juste une goutte dedans, mais ça empêche que c'est toujours bien présent, surtout quand on regarde là, le vecteur en tout cas d'évolution qu'on pourra avoir au niveau de la blockchain. On a plusieurs autres informations qui sont intéressantes, mais moi ce qui va m'intéresser, d'autant plus à vous donner, ça va se trouver un petit peu plus dans cette zone-là, on va vite le retrouver. Bon, je retrouve plus la slide, mais je vais vous donner l'information, c'est quels sont les protocoles DeFi. Ah, voilà, c'est là, tac. Les protocoles DeFi qui sont les plus utilisés, nous avons
Lido, d'accord? Le token LDO, je le rappelle, c'est le fait de pouvoir stacker de l'Ethereum, entre autres, pas que, mais entre autres, donc un protocole qui est excessivement rentable. Ensuite, on va avoir dans le lending le AAV. AAV, je vous en ai parlé depuis déjà 3 plombes, dans lequel c'est un protocole qui est rentable, qui permet de faire des prêts et faire de la collatéralisation, donc c'est quelque chose qui est très important. On va avoir le DEX avec Uniswap, on va avoir derrière EigenLayer, EtherFi, MakerDAO et, regardez bien, Pendle et Jupiter, d'accord? Retenez bien, ce sont des noms que je vous ai donnés régulièrement, et c'est une des raisons, et il faut les garder en tête, parce que ce sont les leaders d'un marché, enfin des marchés en tout cas, respectifs, qui sont émergents, en tout cas pour l'acteur qui est le plus important en termes d'investissement au sein des différentes sociétés crypto, donc ça va être vraiment à surveiller pour moi. J'espère qu'en tout cas cette analyse vous a plu, ça vous permet vraiment d'affiner votre stratégie, de pouvoir bien poser les bonnes réflexions sur les bons narratifs, sur les bons acteurs, de comprendre qu'on est bien dans une phase d'évolution, et que derrière, on a quand même quelque chose qui est plutôt statutaire et qui nous permet de définir que oui, que ce soit Trump ou pas, en fait, in fine, il y a de grandes chances que la réglementation s'améliore, parce que la crypto est positive pour les USA, d'ordre général. Je sais que c'est pas forcément simple de mettre en place cette stratégie, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai mis à disposition une méthode d'investissement en 4 étapes. Si ça vous intéresse, en commentaire et en description, je vous ai fait une vidéo dessus. Si jamais vous n'avez pas encore sorti, vous vous posez des questions sur comment la gérer, vous avez tout en commentaire en description. Car oui, il n'est pas encore trop tard pour l'instant, et ça c'est important de le noter. Autre point qui est important aussi pour moi, c'est la représentation et le parti pris de JP Morgan, qui est bullish sur la crypto en 2025. Alors je vous avoue que dans le général, quand JP Morgan nous dit ça, c'est que ça va se passer l'inverse. Mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout qu'il considère que Trump sera gagnant et que principalement ce sera un effet qui sera bullish. Personnellement, je considère que ce sera pas forcément Trump qui sera gagnant et que même si c'est Trump, ce sera pas ça qui fera décoller réellement la crypto-monnaie, ce sera plus un effort en termes de réglementation, et ça peut être effectué même sous les démocrates, à partir du moment où on a compris que, en effet, la crypto est positive pour les États-Unis, et c'est une réalité avec ce qui se passe en termes de géopolitique et la dédollarisation du monde. La crypto-monnaie est un des vecteurs d'expansion, notamment pour les USA, et pour moi ça joue vraiment dans la balance de façon très importante et à surveiller. Au niveau de la macroéconomie, S&P 500 en action haussière, hein, plutôt agréable après la baisse que l'on a vécue hier et avant-hier. On est principalement dans une phase d'accélération, on a repris une partie de la journée d'hier, ce qui était plutôt positif. Sur le Nasdaq, je vous avoue que c'est toujours un peu compliqué, on a ravalé une partie de la bougie, mais on est toujours dans une prise de liquidité. Ce qu'on va attendre, ça va être une respiration, une réaccélération haussière. On a le pétrole qui continue toujours à s'enfoncer, toujours très très compliqué de ce côté-là. Par contre, BTC toujours en train de retester les 68 000. 68 000, c'est vraiment la barrière qui est vraiment dure. Et ce qui est intéressant, c'est que les 68 000, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, quand je vous rappelais que c'était l'objectif de cette impulsion haussière, donc ici le 5 août, d'accord, le gros vecteur de liquidation sur la réaccélération haussière avant d'avoir la respiration, et que l'objectif était 1 et 1, qui était justement les 66 400 et les 69 981, donc globalement les 70 000, le fait d'aller chercher le top, le plus important, celui qui donnera le départ du bull run, celui qui est vraiment surveillé. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a une volonté à aller chercher en haut, dans lequel on a fait après la session de liquidation de ce début de semaine. Hier, on est allé faire une attaque haussière pour tester les 68 400, et ensuite on a ravalé une grosse partie pour retester encore une fois les 68 000, et on se fait encore une fois rejeter, mais ce n'est pas grave tant qu'on tient des niveaux clés. Pour moi maintenant, le nouveau niveau clé à surveiller, ça va être les 66 292, qui va falloir vraiment tenir, et ensuite on va avoir ici les 64 300, donc pour moi ça va être vraiment les deux supports à surveiller sur le long terme, dans lequel on ne doit pas casser à la baisse. Si on casse à la baisse, ça sous-entend qu'on va aller retester les 60 000, 61 000, pour l'instant on est encore loin, on est en train de se battre sur justement cette oblique de bull flag, on n'en est vraiment pas loin de la rupture. Si on fait la rupture là-dessus, je vais vous le montrer en quelques instants, mais on va avoir une phase d'accélération qui va être assez impressionnante pour chercher les 70 000, certainement, qui est notre break-off structure. Break-off structure, c'est quoi? C'est, je vous le rappelle, le fait d'inverser la tendance, ici, d'accord, faire bien la rupture de ce top, qui est donné le plus bas ici, le fait de casser ça, invalide vraiment la structure, ici, en weekly, et donc c'est quelque chose qui est très très puissant. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a une structure déjà de base qui est quand même beaucoup plus bullish que ce que l'on a connu
dans les autres accélérations haussières, hein, par exemple celle-ci, que ce soit celle-ci, on a quelque chose qui est beaucoup plus structuré, quelque chose qui maintient bien les bas petit à petit, qui casse les tops petit à petit, quelque chose qui est vraiment en cours de construction. On a fait beaucoup de liquidations, et on travaille justement là-dessus avec des mouvements violents de liquidation, comme on a connu justement quand on a touché l'oblique, hein, l'aller-retour, on en a parlé, la porte de saloon. Ces mouvements-là sont vraiment caractéristiques d'une préparation à une accélération haussière. C'est pour ça qu'on a un sentiment très bull qui est en train de se positionner un peu partout, et par contre, il faut juste prendre en considération que ce n'est pas encore une fois gagné, on prend du recul, hein, on a déjà vécu ça ici, d'accord? Pareil, hein, si on regarde exactement ce que l'on a, on voit très bien qu'on est allé faire une première accélération, ça a été ravalé, on a retravaillé en haut, on a travaillé un petit peu avant d'avoir encore une accélération et avoir après la chute. Donc on fait très attention. Pour moi, vraiment, le niveau, ça va être ici les 70 000, et ensuite le niveau à ne pas casser, ça va être 66 000, et ensuite ici cette zone-là, je rappelle, 64 300, qui vont être les zones à surveiller pour pouvoir faire une continuation de la hausse que l'on connaît, hein, hausse qui est toujours très importante. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que si on regarde, tac, ici, sur cette impulsion haussière, on voit bien qu'on a une continuité de tendance qui se trouve ici dans les 382,05, qu'il va falloir vraiment surveiller. Encore une fois, je pense que ça va être une zone qui va être vraiment défendue. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de tout ça? Il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il faut voir le travail qui est en train d'être fait au niveau du cours. Ici, nous avons le cours qui se trouve ici. Dans les bleus, nous avons les shorts. Dans les couleurs chaudes, nous avons les longues. On voit énormément de longues qui sont en train de se construire. D'accord, ça c'est le volume total de longues qui se trouve ici. On voit qu'on a vraiment de plus en plus de longues qui sont en train de se construire. Beaucoup de shorts aussi. Globalement, on a une compression des ordres qui sont en train de se faire autour du cours. Ça, peu importe le mouvement qu'il y aura, ce sera un mouvement hyper volatile. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que si jamais on casse les 70 000, on pourra aller chercher très haut, très vite, vraiment une forme de bouchon de champagne qui pète. Pourquoi? Parce que on est en train de renforcer les ordres. On voit bien là, par exemple, dans les 72 300, on voit bien que ici, c'était quasiment vert, et là, c'est en jaune vraiment pétard, et on voit bien qu'on a un renforcement des positions qui se trouve ici, renforcement que l'on voit aussi ici, mais vraiment très important au-dessus. Donc dès qu'on cassera les 70, on va taper tous ces ordres-là, et là par contre on va aller très très vite. Globalement, on peut aller jusqu'à 77, 78 en l'espace de une bougie, donc une bougie d'une heure ou une bougie de 4 heures. Donc ça peut aller vraiment très vite avec beaucoup d'oscillations dedans, donc on fait très attention encore une fois au positionnement qu'on a. Et c'est là où je pense qu'il est important de revenir sur certains sujets. Là-dessus, je ne vais pas revenir sur une partie de pédagogie, je pense que vous m'avez déjà suffisamment entendu, mais je m'adresse principalement à ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le marché. Comprenez bien que c'est bien de ne pas être dans le marché, d'attendre toujours un retest baissier, mais à un moment donné, on a beau se dire qu'on est dans un bull fly, on a beau se dire que potentiellement on va se faire rejeter pour aller chercher plus bas, oui c'est une réalité, mais la plus grosse réalité aussi, c'est qu'on peut aussi aller chercher plus haut et commencer ce bull run. Et là, si on n'est pas rentré sur le marché, parce que potentiellement on a vendu à 70 000, ou peut-être parce que tout simplement on attend encore, on vient d'arriver, on n'est pas encore positionné totalement, il y a une réflexion avant en se disant, ok, est-ce que mon exposition, c'est-à-dire le montant que j'ai mis en crypto-monnaie, est suffisant pour me dire que je ne réagirai pas sur l'émotion si jamais on part à l'accélération? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire est-ce que je réagirai au FOMO? FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est le fait de louper le train. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que ça veut dire qu'on prend les mauvaises décisions au bon moment, et donc, une véritable réflexion va se dire, est-ce que mon exposition est cohérente? Est-ce que ma stratégie est cohérente? Est-ce que la cohérence de ce que je fais me permettra de pouvoir agir à travers une réflexion factuelle et non pas émotionnelle? Et est-ce que les réflexions que je ferai et les décisions que je ferai dans ces moments-là seront suffisamment factuelles pour que, justement, ce soit considéré comme de l'investissement et non pas une forme de pari? Encore une fois, on fait de l'investissement et pas du pari, on ne fait pas du gamble, et ça c'est toujours très important. Deuxième point, super important, et ça vous avez été, je pense, nombreux à me le dire, notamment sur le groupe privé, dans lequel, comment ça se fait que BTC pousse et que les alts ne bougent pas? Après, c'est une réalité. Oui, la dominance est en train de s'envoler, oui, la dominance arrive à 58,8, mais encore une fois, on peut aller beaucoup plus haut. Je rappellerai que, hop, on prend un petit peu de recul, la dernière fois, on a eu une dominance qui éclatait 60%, qui était allée dans les 70%, d'accord? Pourquoi pas? On voit même quelque chose qui date depuis très longtemps, ici, hein, d'accord? La L-Season, moi j'avais mis, la L-Season peut commencer à se déclencher dans les alentours, un petit peu de rupture au-dessus de 60%, dans lequel on peut avoir un retournement assez fort, et dans lequel on pourra avoir une petite L-Season, mais ce qui est sûr et certain, c'est que si on pousse dans les 70%, une fois qu'on sera dans les 70,
on aura un retournement et une vraie alt-season très forte qui se mettra en place. Donc pour moi, on est vraiment dans la représentation habituelle de ce qu'on appelle en fait les cycles de liquidité dans la crypto, c'est-à-dire que BTC pousse, c'est la première phase, ensuite on va avoir Ethereum et Market Cap et les altcoins, et ensuite on va avoir plusieurs typologies d'altcoins qui vont pousser au fur et à mesure. Encore une fois, c'est pas tous d'un coup poussent, non, c'est toujours séquencé, la liquidité passe d'un actif à un autre, et ça peut dépendre des narratifs, ça peut dépendre des cryptos, ça peut dépendre aussi des exceptions de cycle, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir Bitcoin, pas du tout Ethereum, pas du tout les large cap, et ensuite avoir les mêmes coins qui poussent, et ensuite repartir sur Bitcoin, pourquoi pas, encore une fois, hein. Je veux dire, ce sont des choses qui pourraient arriver, qu'on a déjà vu malheureusement sur ce début d'année, mais ça n'empêche que il faut bien sélectionner ses cryptos, il faut bien sélectionner ses narratifs, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, et comment ça se gère, et ne pas être surpris, en effet, quand on voit une dominance qui est en train de s'éclater, quand on voit un BTC qui est en train de partir à la hausse, et pourtant, un Ether qui est toujours très bas, hein. Ether, c'est Ethereum sur BTC, pour vous donner la force d'Ethereum versus Bitcoin, on voit que c'est toujours très bas, on est toujours dans les niveaux qu'on avait donné déjà il y a un certain temps en dessous du 1.1 qui se trouve ici, donc une sous-performance Ethereum, et c'est en même temps, j'ai envie de vous dire, normal, d'accord? On est dans une phase d'accélération Bitcoin, on construit de la dominance, je veux dire, là vous pouvez pas me dire qu'on ne construit pas de la dominance, hein. Regardez-moi ça, depuis le 15 janvier 2024, on construit de la dominance. BTC prend le pas sur le reste. D'accord? Un point, c'est tout. Et si on regarde un petit peu historiquement, ça a été dominance qui construit, et ainsi de suite. D'accord? Encore une fois, comprenez bien qu'on a des phases d'hyper-accélération de dominance qui sont cohérentes par rapport à ce qu'on a. Sauf que là, c'est un petit peu plus construit que d'habitude. Et c'est plutôt, limite, j'ai envie de vous dire, positif. Ça veut dire que on a derrière de la liquidité qui se déverse petit à petit dans les altcoins, chose qu'on n'avait pas forcément avant. On a beaucoup plus de projets, on a beaucoup plus de dilution aussi de la liquidité qui se fait. Mais donc du coup, on a toujours un BTC qui est bien solide et qui drive encore et toujours le marché, et ce qui est positif in fine. Mais comprenez bien que le cycle, ici, doit être maîtrisé pour comprendre ce qui se passe. En effet, quand on a une phase d'accélération de Bitcoin, ensuite on a une phase de latéralisation, de respiration, et on arrive après sur un cycle de liquidité. La grande question qu'il faut se poser, c'est à quel moment on a cette phase de cyclicité, comment elle va se mettre en place, quels vont être les narratifs qui vont justement absorber cette liquidité plus que d'autres, et dans ces narratifs-là, quels sont les cryptos qui vont absorber le plus. Encore une fois, tout est une question de stratégie, de structuration et de construction de wallet, et comment on gère justement ces prises de vente en fonction de ces différents narratifs. Si jamais vous avez un doute, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la newsletter pour plein d'informations, ou encore la méthode d'investissement, si ça vous intéresse, pour avoir un autre regard, je vous en prie, allez-y, c'est à dispo, et c'est en commentaire en description. Dans tous les cas, prenez un maximum de recul, nous n'avons pas cassé les 70 000, c'est très positif. Je ne serais pas surpris si jamais on avait une respiration un petit peu plus bas, ça piégerait bien certains leviers, ça permettrait d'alléger, encore une fois, c'est pas normal de partir avec autant de leviers ici, mais si on part, j'ai envie de vous dire, tant mieux, tout le monde sera content, et ça veut dire qu'on ira chercher 70 pour ensuite aller chercher ici le nouvel ATH, et imprimer un nouvel ATH au-dessus de 74 000, et c'est là où vraiment les choses vont décoller et changer drastiquement. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, et ensuite abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.